le 28 mars 1942. Le capitaine de corvette Karl Conrad Meck se tenait sur le pont avant du destroyer britannique éventré, observant les ingénieurs qui se faufilaient à travers les tôles tordues en dessous. Le navire était coincé dans les immenses portes du bassin de Radoub de Normandie, son étrave écrasée, comme du papier contre l'acier. De la fumée s'élevaient encore des incendies qui brûlaient au plus profond de la coque. Autour de lui, des officiers allemands discutaient des opérations de sauvetage, leurs voix portées par l'air froid du matin sur le port français. Aucun d'eux ne savait qu'il leur restait moins de 12 heures à vivre. Le navire était le HMS Campbelltown, et c'était la plus grande bombe jamais introduite dans un port sous contrôle allemand. Le raid était venu dans l'obscurité. À 1h34 ce matin-là, le Campbelltown avait remonté l'estuaire de la Loire à 17 nœuds, son étrave pointée directement vers les portes du seul bassin de Radoub de la côte atlantique, capable d'accueillir le cuirassé Tirpitz. Les commandos britanniques avaient tenu la zone pendant des heures, combattant de bâtiment en bâtiment, tandis que les équipes de démolition détruisaient les pompes et les treuils. À l'aube, les Allemands les avaient repoussés. 169 soldats et marins britanniques gisaient morts. 215 autres étaient prisonniers. Les Allemands appelèrent cela un échec, un geste désespéré, qui avait coûté cher aux Britanniques sans rien accomplir de durable. Le destroyer était coincé dans les portes certes, mais ce n'était qu'un problème de récupération, pas un désastre stratégique. Le dock pouvait être dégagé, les dommages réparés. Meeke parcourut la longueur du navire, notant les détails pour son rapport. Le bâtiment avait été lourdement modifié, ses tourelles, avant avaient disparu remplacées par un léger blindage. Son profil avait été altéré pour ressembler à celui d'un torpilleur allemand de classe M, une tentative de tromperie qui avait réussi jusqu'à ce que le Campbelltown pénètre dans les défenses du port. Astucieux, pensa-t-il. Les Britanniques ne manquaient jamais de ressources, mais l'ingéniosité sans succès n'était que gaspillage. Sous le pont, le corvette-capitaine Lothar Buren supervisait l'inspection initiale. Les salles des machines étaient détruites, les chaudières froides. Des incendies avaient ravagé plusieurs compartiments. Les charges de démolition britanniques avaient anéanti ce que les canons allemands n'avaient pas atteint. Le navire n'était plus qu'une épave flottante, bonne seulement à être découpée pour la ferraille une fois dégagée des portes. Ce qu'aucun d'eux ne voyait, c'étaient les 4 tonnes et demie d'explosifs dissimulés dans des compartiments d'acier au fond de la coque cachés derrière ce qui semblait être des réservoirs de carburant et des renforts structurels. Les Britanniques avaient transformé le Campbelltown en une bombe si sophistiquée qu'une inspection minutieuse ne révélait rien d'anormal. Les charges étaient disposées dans 24 conteneurs de grenades sous-marines, chacun rempli d'explosifs amatol. Le système de mise à feu était simple, mais ingénieux, des détonateurs à crayon de petits dispositifs où un acide rongeait lentement un fil pour déclencher l'explosion. Une fois activés, ils étaient inarrêtables. Aucune inspection ne pouvait les détecter. Aucune précaution ne pouvait empêcher ce qui allait arriver. Les fusibles avaient été réglés avant le départ d'Angleterre, un délai minimal de 8 heures peut-être plus, selon la température et les conditions. L'acide rongeait déjà le fil. Vers la fin de la matinée, la confiance allemande avait grandi. Les prisonniers britanniques étaient en cours d'interrogatoire, les morts comptés. Les incendies à bord du Campbelltown étaient maîtrisés. Des officiers du service d'ingénierie maritime arrivèrent pour évaluer les dégâts aux portes du dock et planifier l'opération de renflouement. Tout cela paraissait de la routine. Difficile certes, mais rien qu'il n'ait déjà affronté. Meck autorisa une équipe complète d'inspection à monter à bord du destroyer. Les ingénieurs devaient comprendre sa structure avant de pouvoir la découper en toute sécurité. Les soudeurs devraient travailler autour des réservoirs et des munitions. La dernière chose que quiconque voulait, c'était une explosion accidentelle pendant les travaux. L'ironie aurait été savoureuse si quelqu'un avait survécu pour l'apprécier. L'Oberbootsmann Heinz Müller mena une équipe dans les sections avant mesurant les cloisons
et vérifiant l'intégrité structurelle. Le navire avait été construit des décennies plus tôt durant la Grande Guerre. Il était vieux, usé, son métal fatigué par des années de service dans l'Atlantique, mais sa conception de base restait solide, une architecture américaine robuste. Müller nota que les Britanniques l'avaient reçu dans le cadre du programme de pré-bail, l'un des 50 destroyers transférés en 1940. Il passa sa main le long d'une cloison derrière laquelle, à moins d'1 mètre, reposait près de 200 kilos d'explosifs Amatol. Le métal était froid, légèrement humide, de la rosée matinale. Rien d'inhabituel, rien de suspect. Dans le bureau du maître du bassin surplombant le port, les officiers d'état-major discutaient du calendrier des réparations. Les portes devraient être entièrement remplacées, c'était évident, mais le bassin lui-même semblait intact. Les démolitions britanniques avaient endommagé les pompes et détruit quelques machines, mais la structure fondamentale tenait bon. 6 mois de travaux, peut-être 8 tout au plus. À l'automne, le bassin de Normandie devait redevenir opérationnel. Ils se trompaient, mais aucun d'eux ne vivrait assez longtemps pour le savoir. À midi, plus de 40 membres du personnel allemand se trouvaient à bord ou autour immédiat du Campbelltown. Les ingénieurs rampaient dans ces compartiments. Les soudeurs préparaient le matériel de découpe. Les officiers debout sur le pont débattaient de la meilleure manière de la dégager des portes. Une foule s'était rassemblée sur le quai ouvrier français et soldats allemands, observant les préparatifs de sauvetage avec un intérêt professionnel. L'acide avait presque entièrement rongé le fil. À 12h35 et 1 minute après avoir percuté les portes, le HMS Campbelltown explosa. La déflagration fut cataclysmique. 4,5 tonnes d'amatol explosèrent simultanément. La force se propagea vers l'avant dans les portes du bassin et vers l'extérieur dans toute la zone environnante. La coque du destroyer se désintégra. Des fragments de métal pesant plusieurs centaines de kilos furent projetés dans les airs comme des éclats d'obus. La section avant du navire cessa tout simplement d'exister, vaporisée, dans l'onde de choc initiale. Meck mourut instantanément comme tous ceux qui se trouvaient à bord. Les officiers sur le pont furent déchiquetés avant même que leur système nerveux ne puisse percevoir ce qui arrivait. Les ingénieurs dans les soutes furent écrasés par l'effondrement des cloisons. Müller et son équipe d'inspection furent littéralement atomisés, leur corps réduit à des atomes en une fraction de seconde. L'onde de choc se propagea à vitesse supersonique. Les hommes debout sur le quai furent soulevés et projetés comme des poupées. La foule d'observateurs fut fauchée, leur corps brisés par la pression avant même que les débris volants ne les atteignent. Les vitres de tout le port volèrent en éclats. Des bâtiments à plus de 400 mètres perdirent leur toit. Les portes du bassin, ces gigantesques structures d'acier conçues pour retenir l'océan Atlantique, furent détruites. Pas endommagées, pas fissurées, détruites. La porte nord fut arrachée de ses fondations et projetée dans le bassin à sec. La porte sud fut tordue en un amas de ferraille, son intégrité structurelle anéantie. L'explosion avait accompli en 1 seconde ce que les bombardiers britanniques n'avaient pas réussi en des dizaines de raids. Le nombre de morts allemands s'éleva à environ 360. Le chiffre exact ne fut jamais déterminé, car beaucoup de corps ne furent jamais retrouvés vaporisés par la détonation ou projetés dans l'estuaire de la Loire. La liste des victimes comprenait certains des ingénieurs de dock les plus expérimentés de la marine allemande, des hommes dont les compétences manqueraient cruellement à l'Allemagne, alors qu'elle peinait à entretenir ses installations navales sous des bombardements alliés de plus en plus intenses. Mais les pertes aussi terribles soient-elles importaient moins que les conséquences stratégiques. Le bassin de Normandie était le plus grand bassin de radoub de la côte atlantique d'Europe. Construit pour entretenir le paquebot Normandie, il mesurait 350 mètres de long et pouvait accueillir des navires de 85 000 tonnes. C'était la seule installation hors d'Allemagne capable de recevoir le cuirassé Tirpitz. Le Tirpitz était le plus puissant navire de surface de la Kriegsmarine, frère jumeau du Bismarck.
Il déplaçait plus de 50 000 tonnes à pleine charge, portait 8 canons de 380 mm et possédait un blindage capable de résister à la plupart des armes conventionnelles. Il était trop grand pour tout autre dock que les plus vastes, et désormais la seule installation de ce type sur la côte atlantique n'était plus qu'un cratère fumant rempli de métal tordu et d'eau de mer. Le calcul stratégique changea immédiatement. Avec Saint-Nazaire hors service, le Tirpitz ne pouvait plus risquer d'opérations dans l'Atlantique. S'il était endommagé au combat, il devrait regagner l'Allemagne pour être réparé traversant une mer infestée de sous-marins d'avions et de bâtiments britanniques. Le risque était inacceptable. Hitler ordonna que le Tirpitz reste dans les eaux norvégiennes où il pourrait menacer les convois alliés à destination de la Russie, mais ne devait jamais s'aventurer dans l'Atlantique. Le cuirassé passa ainsi le reste de la guerre dans les fjords, un navire puissant, rendu stratégiquement impuissant par la destruction d'un seul dock. Les Britanniques avaient perdu 169 hommes lors du raid. 611 y avaient participé. Les pertes étaient lourdes, le prix élevé, mais ils avaient accompli quelque chose de remarquable. Ils avaient modifié l'équilibre stratégique de la guerre navale avec un seul navire et 4 tonnes et demie d'explosifs. Les Allemands, pour leur part, tirèrent une leçon amère de l'ingéniosité britannique. Après Saint-Nazaire, les navires capturés furent traités avec une extrême méfiance. Les protocoles d'inspection furent révisés. Les opérations de sauvetage se faisaient à distance jusqu'à ce que les bâtiments soient minutieusement fouillés. Mais la leçon arriva trop tard pour les hommes qui, ce matin-là, avaient se marcher sur le pont du Campbelltown, discutant des techniques de renflouement et admirant la débrouillardise britannique. Ils se tenaient sur une bombe en admirant sa conception et en planifiant comment la démonter en toute sécurité. Les détonateurs à crayon avaient été conçus dans un laboratoire en Angleterre, testés en secret et installés par des spécialistes qui savaient exactement combien de temps l'acide mettrait à ronger le fil. 8 heures au minimum. Assez longtemps pour que les commandos puissent se frayer un chemin vers la sortie ou être capturés. Assez longtemps pour que les Allemands croient que le raid avait échoué. Assez longtemps pour que les équipes de renflouement se rassemblent, que les ingénieurs montent à bord, que les curieux se massent autour. Assez longtemps pour un effet maximal. Le corvette capitaine Buren se trouvait sous le pont lorsque l'explosion se produisit, examinant ce qu'il croyait être des réservoirs de carburant. Son corps ne fut jamais retrouvé. Le compartiment où il se tenait devint l'épicentre de la déflagration, le point où 4 tonnes et demie d'amatol transformèrent l'énergie chimique en force cinétique en une microseconde. Les ingénieurs qui avaient rampé dans les sections avant pour mesurer, noter et planifier furent effacés. Leurs rapports ne furent jamais écrits. Leur expertise fut perdue. La marine allemande dut former de nouveaux spécialistes, des hommes qui mettraient des années à acquérir l'expérience détruite en un instant. Les ouvriers français qui s'étaient réunis pour observer l'opération de renflouement furent tués par dizaines. Ils n'avaient aucun intérêt dans l'issue de la guerre, aucun rôle dans les calculs stratégiques. Ils se trouvaient simplement au mauvais endroit, au mauvais moment, curieux de voir le destroyer britannique échouer et les efforts allemands pour le dégager. Le cratère formé par l'explosion dans les portes du bassin mesurait plus de 30 mètres de large. L'explosion avait percé l'acier et le béton, détruisant non seulement les portes elles-mêmes, mais aussi les fondations sur lesquelles elles reposaient. Les réparations exigeraient une reconstruction complète, pas de simple réparation de surface. Les Allemands auraient dû fabriquer de nouvelles portes, couler de nouvelles fondations, reconstruire toute la machinerie. Ils ne le firent jamais. Les ressources manquaient. La guerre tournait contre l'Allemagne et la remise en état d'un bassin de Radoub dans un port français n'était pas une priorité. Le dock de Normandie resta hors service jusqu'à la fin de la guerre. Il ne fut complètement réparé qu'en 1947, 5 ans après que la proue du Campbelltown s'était écrasée contre les portes. L'impact stratégique se propagea au loin. Le Tirpitz demeura en Norvège puissant mais contraint. Les convois britanniques à destination de la Russie affrontèrent de moins de menaces.
Les routes maritimes de l'Atlantique devinrent légèrement plus sûres. L'équilibre des forces navales se déplaça lentement mais sûrement en faveur de la Grande-Bretagne. Tout cela à cause d'un vieux destroyer modifié et chargé d'explosifs, conduit dans un port par des hommes qui savaient qu'ils avaient peu de chance de revenir vivants. Les ingénieurs allemands qui visitèrent le HMS Campbelltown ce matin-là virent un navire détruit. Ils virent du matériel endommagé, des compartiments calcinés, du métal tordu. Ils virent les traces d'un raid, manquer un geste britannique désespéré qui avait coûté cher et accompli peu. Ils virent tout sauf la vérité. La vérité était cachée derrière de fausses cloisons et déguisée en réservoir de carburant. La vérité, c'était l'acide rongeant lentement un fil, un processus chimique qu'on ne pouvait ni arrêter ni détecter. La vérité, c'était un compte à rebours silencieux, pendant que les officiers allemands discutaient des opérations de renflouement, que les ingénieurs prenaient des mesures et que les curieux se massaient pour observer. Lorsque Mackay se tenait sur le pont du Campbelltown ce matin-là, évaluant les dégâts et planifiant le renflouement, il se tenait au-dessus de 4,5 tonnes d'explosifs. Lorsque Buren descendit inspecter les salles des machines, il passa devant les compartiments mêmes qui allaient le tuer. Lorsque Müller fit courir sa main le long de cette cloison froide, il toucha le mur qui le séparait de 400 livres d'amatol. C'était un des hommes compétents, des ingénieurs et officiers expérimentés qui connaissaient les navires, les explosifs et les opérations de sauvetage. Ils suivirent les procédures. Ils furent prudents professionnels et ils ne soupçonnèrent rien. C'était là le génie de l'opération Chariot. Pas seulement le raid des commandos, bien qu'il fût d'une audace extrême. Pas seulement le fait d'enfoncer les portes du bassin, bien que cela eût exigé un courage exceptionnel. Le véritable génie résidait dans la bombe elle-même, si parfaitement dissimulée qu'une inspection minutieuse ne révélait rien. Le génie résidait dans le minutage calibré pour permettre une présence allemande maximale avant la détonation. Le génie résidait dans la guerre psychologique, la manière dont on laissa les Allemands croire qu'ils avaient gagné, que le raid avait échoué, que le pire était passé. Les Britanniques avaient transformé un destroyer obsolète en une arme d'importance stratégique. Ils avaient converti métal et d'explosifs en un outil qui influencerait les opérations navales pour le reste de la guerre. Ils avaient sacrifié 169 hommes pour accomplir ce que les bombardements et les attaques conventionnelles n'avaient pas réussi à faire. Et ils l'avaient fait avec une telle ingéniosité que les Allemands montèrent à bord de la bombe, l'examinèrent en planifièrent le démontage sans jamais deviner ce qui les attendait. À 12h35, le 28 mars 1942, l'acide termina de ronger le fil. Le circuit se ferma. Les détonateurs s'enclenchèrent. 4,5 tonnes d'amatol explosèrent. Et les ingénieurs allemands qui inspectaient le HMS Campbelltown découvrirent la vérité dans la dernière fraction de seconde de leur existence. Le navire qu'ils examinaient n'était pas un destroyer en ruine. C'était la bombe la plus réussie de toute la guerre.